Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous nos téléspectateurs, à tous nos followers sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui sont passionnés de ce que la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre met en place. C'est un immense plaisir pour moi, mais aussi pour nous et pour mes invités, de vous retrouver encore pour cette troisième édition du podcast Parlons Inclusion, ne rien lâcher. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé ce slogan qui fait désormais partie de nous et nous vous encourageons, comme à toute cette famille en difficulté, que pour lesquelles nous apportons un peu de réconfort, de se dire ce slogan qui va rester dans les mémoires. Ne rien lâcher. Alors aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous avons un invité. Un invité de haute voltige, un invité de qualité Ah. exceptionnelle. Et comme j'aime à le dire souvent, c'est quelqu'un de rare aussi. Je ne crois pas que vous trouverez beaucoup d'interventions sur la toile le concernant, parce que la plupart des personnes avec lesquelles la Fondation travaille sont des personnes réservées, sensibles, et qui touchent à des sujets extrêmement délicats. Mais pour jouer le jeu de ce podcast, nous les invitons et nous avons l'honneur de les voir parler, de les voir s'exprimer. Alors aujourd'hui, bien sûr, je vais commencer par Marie-Flora. Marie-Flora, ce n'est pas la première. Tu es déjà co-modératrice du podcast. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Ben, merci D'accord. de m'inviter pour ce troisième podcast. Et je dis aussi, merci à tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Et on continue, on ne lâche rien. Et effectivement, on ne lâche rien. Alors, je vais introduire, pas introduire en tant que tel, mais je vais juste vous donner son nom. Il s'agit de Monsieur Simon Ateba Davy. Comment tu vas ce matin? Bonjour Gloire, bonjour à Marie, merci de faire partie du panel ce matin. Je suis Davy, Simon Davy Ateba, comme tu l'as annoncé. Je suis le responsable de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre au Cameroun. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, c'est vrai que on va peut-être commencer par un petit préambule. J'aimerais savoir, nous parlons dans ce podcast d'inclusion. Pour toi, que veut dire l'inclusion? À quoi renvoie ce slogan, cette thématique? Quand on parle d'inclusion, ce qui vient d'avoir en tête, c'est l'exclusion, c'est-à-dire que le contraire de De l'inclusion. l'inclusion. C'est-à-dire qu'en parlant d'inclusion, on voudrait dire qu'il ne faut pas exclure. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que, n'est-ce pas, tout le monde puisse participer à la vie sociale, culturelle, économique. Que personne ne soit exclu en fonction, je ne sais pas moi, de ce qu'il est en santé ou pas, de ce qu'il est noir, de ce qu'il est une discrimination de couleur, de capacité, de potentiel. Que non, il faut faire en sorte que tout le monde puisse avoir la possibilité d'être partie prenante de la vie sociale, de la vie économique et pourquoi pas de la vie politique. On ne parle pas politique, mais vraiment que tout le monde ait la possibilité. C'est une question de justice sociale, c'est une question d'équité. Voilà. Ah, merci, super. Merci beaucoup pour cette définition. Si on avait un panel plus fourni, on serait en train d'applaudir, hein, parce que Ouais, non, euh, non. il y a beaucoup de pédagogie dans cette définition. Et vraiment, ça amène à réfléchir. Ouais. Effectivement, si on le voit sous le prisme de l'inverse, qui est l'exclusion, on comprend peut-être mieux vraiment le sens de l'inclusion. Mais comment est-ce que tu arrives dans ce milieu-là? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'est des expériences personnelles? Comment est-ce que Simon Davy arrive à parler d'inclusion de manière aussi personnelle? Ben, voilà, disons que par un concours de circonstances, je fais la connaissance d'une amie qui se trouve être membre du conseil d'administration de la fondation. Je suis sur un terrain purement social parce que je suis d'abord un éducateur de formation. Donc, nous nous rencontrons sur un terrain social. Bon, on fait dans les activités à caractère social. Et chemin faisant, elle me dit, ben voilà, on a une idée, on voudrait mettre en place quelque chose de formidable. Elle m'explique, je dis, ben voilà, moi, c'est des choses que j'aime bien. Donc, je me sens à l'aise parce que déjà, de par mes compétences,
par mes origines, bon, voilà, c'est une belle aventure. Et maintenant, quand la fondation est mise en place, elle me sollicite officiellement. Et c'est comme ça, donc, quand on me donne les contours du projet, parce que c'est un projet qui m'a semblé un projet porteur, c'est comme ça que je me suis lancé avec la fondation. Ok, super. Ça, c'est vraiment comment tu arrives à la fondation. Et on reconnaît vraiment la patte de l'éducateur, la patte du formateur dans dans ton approche et dans tes réponses. Alors, Mary, comment tu fais pour dénicher cette perle rare? Parce que là, tu vas peut-être nous donner le secret. C'est pas évident. Aujourd'hui, on sait combien c'est difficile de faire fonctionner une fondation. Plus encore quand tu es vraiment dans ce qu'on appelle le vrai, tu es en train d'apporter des activités concrètes sur le terrain et partant d'une expérience personnelle aussi douloureuse. Comment tu fais la rencontre de Davy et comment tu te dis que ça va matcher pour la fondation? Ben, comme David l'a dit précédemment, ben, c'est grâce à une connaissance, c'est tout qui nous a mis en contact. Donc, j'ai discuté avec lui, je lui ai présenté le projet et tout. J'ai senti qu'il y avait une connexion. En expliquant notre histoire, l'histoire de Mathieu, j'ai senti que ben, l'histoire le touchait et qu'il comprenait la portée du projet qu'on voulait mettre en place. Et ça a pris quand même un an pour lui expliquer toute la problématique du projet et aussi ben, si le projet qu'on voulait monter, il voyait l'importance de ce projet-là en termes de, je vais dire, d'impact. Et finalement, après plusieurs discussions, plusieurs échanges et tout, ben, finalement, il a adhéré au projet et il nous a accompagnés dans chaque étape du montage du projet, que ce soit ici au Canada ou au Cameroun et tout. Et ben, voilà comment il nous accompagne dans cette belle aventure et on espère qu'on va grandir ensemble et qu'on pourra impacter la vie des gens. Merci beaucoup. Ah, ça va donner nos followers, à ceux qui nous suivent, l'opportunité de comprendre comment se met en place la fondation, de comprendre que c'est une aventure humaine et avant tout de personnes qui sont passionnées et qui ont vraiment à cœur d'apporter un changement dans cet environnement-là. Alors, pour abonder rapidement dans la thématique de ce jour, nous parlons de sensibilisation communautaire, mobiliser les acteurs locaux pour une inclusion durable. Alors, il y a énormément de mots-clés dans cette thématique. Et je vais commencer par demander à Davy, alors parlant de sensibilisation communautaire, déjà seulement sur le plan de l'inclusion, comment est-ce que cela s'observe? Est-ce que c'est une réalité au Cameroun particulièrement? Sensibiliser au niveau de la communauté, vraiment là, on touche au cœur même de l'affaire. Parce que si on sensibilise pour l'inclusion au sein de la communauté, ça veut dire qu'il y a exclusion. Ça veut dire que quelque part il y a un regard communautaire, un regard social qu'il faut incurver, qu'il faut inverser. Parce qu'il faut dire que euh, c'est une problématique, hein, c'est une véritable problématique au cœur de nos sociétés au niveau africain. Beaucoup de débats autour de cette problématique. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple pour parler concret. Par exemple, les personnes handicapées, dans le contexte qui est le nôtre, il y a un regard social qui est un regard dévalorisant, qui est même un regard stigmatisant. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un enfant qui est porteur de handicap, dans certaines familles, on les enferme. Ils ne sortent pas. Encore moins, certaines fois, on ne les envoie pas à l'école parce qu'il y a comme une sorte de tabou autour du handicap. Je prends un exemple, hein, parce que pour ne pas être purement philosophique, je voudrais parler concret. Il y a donc ce regard, parce que les familles qui enferment ces enfants, qui ne veulent pas qu'on les connaisse, parce qu'elles ont peur, elles ont honte du regard social. Il est donc question, justement, d'inverser ce regard, de dire que tout le monde a droit au soleil, tout le monde a droit au bonheur. Nous naissons tels que nous naissons parce que c'est Dieu qui en décide. Personne ne fait de concours pour naître noir, pour naître
infirme, pour naître avec une maladie, pour naître avec... Alors, nous devons créer des conditions au niveau communautaire, sensibiliser les acteurs communautaires, c'est-à-dire les acteurs associatifs, les familles, les chefferies, parce que nous parlons du contexte camerounais. La communauté gravite autour des chefferies, autour d'un certain nombre d'acteurs sociaux, d'acteurs associatifs, de leaders associatifs. Il faut donc sensibiliser tout ce beau monde pour comprendre que, comme je l'ai dit, il faut d'ailleurs de tout pour faire un monde. Tout le monde a besoin d'être heureux. Il faut expliquer pour que véritablement cette problématique soit comprise. Parce qu'on ne peut pas se développer en excluant certaines personnes. Wow. Effectivement, alors si on essaie de prendre un peu de temps pour parler du regard véritablement de la société sur les personnes handicapées ou bien les personnes en situation de handicap, quels sont les stigmates réels? Tout à l'heure, vous parliez par exemple de certains qui sont cachés, qui sont Ouais. enfermés. Pour ceux qui sont par exemple observés, on en voit souvent dans nos rues, qui sont en train de danser ou bien qui font les pitres en pleine circulation. Qu'est-ce qui amène les familles ou la communauté à traiter ces personnes de cette façon? Est-ce la peur? Est-ce de la méfiance? Est-ce effectivement peut-être de l'ignorance? Qu'est-ce qui fait que ces personnes soient autant marginalisées encore? C'est comme je l'ai dit, c'est le poids de la culture. Vous Ouais, savez, pour sortir de ça, il faut une grande sensibilisation. Le poids de la culture, le regard que la société pose sur ces personnes souffrant de handicap. Vous savez, chez nous, parce que je parle en contextualisant, ça fait, on prétend peut-être que c'est des sorciers, c'est des personnes sorcières, hein, c'est des personnes dont les parents ont vendu l'âme, les âmes, parce qu'ils ont fait dans des pratiques de sorcellerie. Vous voyez, tout cela fait en sorte qu'il y a comme une indifférence, sinon un rejet même, un rejet. En ville encore, on peut même comprendre que ces personnes peuvent sortir, parce qu'en ville, dans le milieu urbain, les choses, il y a une sorte de décomplexification de la vie. Mais je t'assure qu'en zone rurale, c'est encore pire. En ville, bon, les gens se battent, chacun sort, il veut assurer sa pitance, mais il jette un regard de dédain sur cette personne qui est dans la rue, qui joue, qui demande ceci. Mais on ne note pas un véritable sursaut de prise en compte, de prise en charge de ces wow, ok, catégories de personnes. Et c'est ce qu'il faut justement adresser. Et pour adresser cela, justement, c'est une sensibilisation des acteurs locaux, de la oui, communauté. C'est-à-dire que chacun doit jouer de son rôle, n'est-ce pas? Les pouvoirs publics exactement. ont un rôle à jouer pour mettre un cadre réglementaire, un cadre législatif. Maintenant, les associations doivent prendre le relais pour battre le pavé et sensibiliser pour que ce regard soit inculvé, pour qu'il y ait plus Exact. d'attention, que plus d'attention soit accordée à ces personnes. Elles sont victimes, elles sont déjà victimes dans leur chair, dans leur psychique. Mais quand encore la société vient à en rajouter, je vous assure, c'est pas facile. C'est pire. Donc, il faut Wow, donc, c'est pour cela, c'est le sens justement de la thématique de ce matin, qui est véritablement de sensibiliser tous ces acteurs, à commencer oui, par la famille. Parce qu'il faut qu'au sein de la famille, les parents, les frères, les sœurs prennent conscience. Parce que si vous-même, au sein de la famille, vous rejetez ces personnes, comment voulez-vous que la société autour de vous, il faut se battre pour ces personnes, pour le bien-être de ces personnes. Vous voyez, il faut commencer par balayer sa propre cour. Parce que si chacun exact. balaye sa cour, tout le village sera propre. Donc, que la famille commence, au sein de la famille, qui est déjà ce sursaut de compassion, d'empathie. Il ne faudrait pas qu'on parle de compassion, d'empathie, parce que ce sont des êtres humains qui doivent être traités avec dignité.
Alors, ça fait un peu froid dans le dos hein, lorsqu'on entend Davy expliquer véritablement de manière très concrète et pratique la problématique et de ce que vivent ces personnes dans nos sociétés. Est-ce que tu as idée de ce qui est fait au niveau réglementaire au Cameroun par rapport à l'inclusion? Est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a des textes qui encadrent l'inclusion et qui permettent la promotion de l'inclusion? Oui, bien évidemment, il y a énormément de choses qui sont faites. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Non, il y a des choses qui sont faites. Je vous dis, par exemple, en ce qui concerne l'éducation, parce que c'est un secteur quand même névralgique, au niveau de l'enseignement primaire, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle des écoles inclusives. C'est-à-dire que la vision du gouvernement, justement, c'est de ne pas exclure ces enfants qui sont porteurs de handicap, de pouvoir les mettre ensemble avec les autres pour qu'ils se considèrent comme des enfants à part entière et non des enfants à part sur lesquels on a un regard de dédain. Donc, vous voyez, par exemple, comme j'ai dit, l'éducation, il y a les écoles inclusives. Parce que ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de concret qui est mis en place pour que les enfants souffrant de handicap ne soient pas exclus. Évidemment, il y a un département ministériel qui est chargé des affaires sociales. Il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a les handicapés sont juste des cartes des cartes de handicap. C'est-à-dire quand tu es détenteur de cette carte, il y a des facilités qui te sont accordées. Par exemple, pour les enfants, dans les établissements publics, ils doivent être inscrits gratuitement. Ils doivent rapidement être recrutés dans ces établissements-là. Il y a des dispositifs comme l'approche handicap. Dorénavant, au Cameroun, il exigeait que quand on construit un immeuble, qu'on prévoit des rampes pour que les personnes souffrant de handicap puissent accéder aux édifices publics. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont faites, mais il reste à faire beaucoup. Parce que même si sur le plan matériel, on met en place des dispositifs, les immeubles, comme je l'ai dit, l'approche handicap, mais si déjà au niveau du regard, parce qu'en réalité, c'est le regard qu'il faut d'abord changer. Oui. C'est dans l'esprit de l'homme qu'il faut d'abord changer les choses. Il faut changer le regard, il faut changer la manière d'interagir avec ces personnes, la manière de les percevoir. Dès lors que ce regard est changé, je pense que tout le monde, toutes les communautés, tous les acteurs vont converger vers l'objectif commun qui est justement d'inclure tout le monde. Dans la marche pour le développement, aucune compétence ne doit être exclue. Aucun être humain ne doit être exclu. Voilà. Effectivement. D'accord. Alors, Marie-Flora, tu voulais ajouter quelque chose? Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la sensibilisation est très importante pour pouvoir faire participer toutes les personnes, quelles que soient les capacités. Donc, en sensibilisant le public et en mettant en place des lois et aussi des infrastructures adaptées pour les personnes en situation de handicap et tout, ça permet de les faire évoluer au sein de la société. Donc, c'est très important la sensibilisation, mais ça passe par les médias aussi, de pouvoir informer la population que même si on a des différences au sein d'une société, on doit inclure tout le monde. On ne doit pas avoir peur de la différence et tout. On doit plutôt même euh, les accepter, toutes ces différences, parce que ça fait partie de la société, qu'on soit tous avoir des particularités différentes. C'est un avantage pour toute une communauté. Donc, la sensibilisation est très importante. Donc, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire ici, là, pour ce podcast-là, de vraiment aller toucher toutes les communautés, tous les univers et dire que la différence n'est pas une fatalité. Donc, c'est plus un avantage d'apprendre de chacun et aussi de voir qu'est-ce que l'autre peut apporter comme contribution en fonction de ses capacités.
Donc, vraiment D'accord. mettant l'accent D'accord. sur la sensibilisation, et c'est très important, en impliquant tous les acteurs locaux, dont tu l'as bien mentionné et tout, les familles, les institutions, les organismes, les associations, les ONG et aussi les entreprises aussi. C'est très important. Quelles sont les, quelles sont les activités ou bien les actions que la Fondation ou bien peut mettre en œuvre ou même met en œuvre pour arriver à sensibiliser les familles spécifiquement, tant dans le milieu urbain que le milieu rural? Est-ce qu'il y a des activités ou des outils que la Fondation utilise pour arriver à sensibiliser les familles spécifiquement? Oui, bien évidemment, la Fondation a entrepris un certain nombre d'activités hein, de sensibilisation, déjà parce que pour mieux sensibiliser, on dit action speak louder than words. C'est-à-dire que la meilleure des Exactement. sensibilisations, c'est de poser des C'est actes. l'action. Oui. Oui, parce que des discours, c'est bien, mais en posant des actes, c'est encore mieux. Et c'est ce que la Fondation a fait en 2024. Parce qu'au cours comment dire, de nos interactions, on a pu se rendre compte que, parlant de l'éducation, par exemple, que dans les écoles inclusives que le gouvernement a mises en place, les enfants qui souffrent de handicap connaissent un taux d'échec considérable. Alors, on s'est rapproché un peu de certains directeurs de ces établissements et des enseignants et nous ont dit, en réalité, si ces enfants, déjà, qui ne sont pas tous inscrits à l'école, mais ceux qui viennent à l'école connaissent l'échec scolaire et les déperditions scolaires, c'est que ces enfants-là, la pédagogie, la didactique par rapport à ces enfants-là doit être, pas qu'elle doit être, elle est différente. C'est-à-dire que c'est une approche individualisée. L'enseignant est formé pour prendre en charge les enfants dits normaux. L'enseignant n'a pas la connaissance du braille. L'enseignant n'a pas la connaissance de langue des signes. Alors, notre façon de sensibiliser a d'abord été de former l'enseignant à une bonne prise en charge pédagogique et didactique de ces enfants-là. Vous comprenez? Et quand on a formé les enseignants, on a associé les parents d'élèves, de ces élèves qui souffrent de handicap, pour qu'ils comprennent un peu, parce que c'est la communauté éducative. Quand tu vas atteindre les résultats, tu ne vas pas les atteindre seulement avec les enfants. Il faut associer tous les partenaires, les acteurs, que sont donc l'administration, c'est-à-dire que le gouvernement, à travers les autorités administratives locales, qui nous ont accompagnés dans ce projet. Donc, on a eu une sorte de caution gouvernementale. Donc, les responsables sectoriels de l'éducation de base nous ont accompagnés, les directeurs d'établissement, les enseignants, les parents d'élèves. Vous comprenez? Donc, en posant cette action, on a agrégé tous ces acteurs. Vous voyez, une sensibilisation peut-être indirecte, mais vraiment frontale, c'est-à-dire qu'ils ont compris un certain nombre de choses. Parce que quand, après la formation, il y a une restitution. Quand on a formé les anciens, il y a une restitution de la formation. Et quand on fait la restitution, il y a donc tous ces autres acteurs qui sont là et qui comprennent le bien fondé de ce que la Fondation fait. Il est difficile de Exact. toucher tout le monde à la fois, mais quand nous posons des actions de ce genre, ça permet de sensibiliser. Après avoir formé les enseignants, on s'est dit, ben tiens, maintenant que les enseignants ont été outillés pour prendre en charge ces enfants souffrant de handicap, pour atteindre le maximum de résultats, on s'est dit, il faut leur donner également les outils scolaires, les fournitures scolaires. L'enseignant est formé, l'enfant a les fournitures scolaires et donc il est suivi à l'école et il peut apprendre à la maison parce que la Fondation lui a fourni de quoi pouvoir apprendre, ce qui n'était pas le cas. Ces deux activités seulement ont mobilisé une attention, une très grande attention
non seulement de la part des enfants eux-mêmes qui étaient complètement exultés, des parents pour qui certains ont compris que véritablement, c'est important d'encadrer ces enfants au travers de la voix du représentant, le représentant, c'est-à-dire que du président de l'association des parents d'élèves de cette école, et puis les pouvoirs publics à travers le sous-préfet, à travers les autorités sectorielles qui étaient là pour vivre et qui nous ont demandé d'ailleurs de continuer, qui ont posé d'autres doléances. Ils nous ont dit, ne vous arrêtez pas là. Vraiment, il faut continuer parce que ce besoin est pressant. Il est réel, il est pressant. Il faut continuer, il faut étendre cette action à d'autres établissements. Pourquoi pas à toute la région là où nous étions. Vous comprenez que le besoin est là. Il faut juste parfois allumer une étincelle pour que ça prenne. Et je pense que la Fondation fait très bien ce travail. Exact. Merci, Davy. Alors, Marie-Flora, tel qu'on entend parler, il y a eu, c'était une véritable mobilisation, mais est-ce que ça a été aussi facile que ça? Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la mise en place de ces actions concrètes-là qui visaient à sensibiliser le plus grand nombre d'acteurs dans cette chaîne-là? Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées? Ben, je pense qu'en termes de difficultés concernant les acteurs locaux pour Saint-Mélima, pour l'école inclusive et tout, on n'a pas rencontré de difficultés. Je pense que les acteurs, comme David l'a dit, le sous-préfet, le personnel de l'éducation et tout, c'était tous contents que la Fondation vienne en aide à l'école inclusive de Mona-Vebeu. La difficulté qu'on a rencontrée, qui est je pense qu'il est commun à tous les projets sur le financement, de trouver les fonds alloués pour pouvoir mettre en place ce projet. Ben, finalement, on a pu trouver des fonds. Donc, on a pu financer la formation des enseignants, donner des fournitures scolaires aux enfants. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Et la Fondation va continuer dans cette action-là de pouvoir étendre la formation à d'autres écoles inclusives de Saint-Mélima. Donc, c'est ce qu'on prévoit pour 2025. Et on espère on va continuer et qu'on va aller chercher des fonds pour pouvoir soutenir les autres écoles qui sont dans le besoin. Donc, je pense que c'est D'accord. dans cette action. Oui, parce que je voudrais dire, pour aller, excusez-moi, pour aller dans le sens de Marie, que la demande est grande, elle est forte. Donc, à un moment donné, la Fondation est sollicitée au-delà de ses capacités actuelles. Oui, oui. Voilà, il faut absolument... les gens sollicitent la Fondation partout. Il n'y a pas qu'à Saint-Lima. Maintenant, on est sollicité pratiquement partout. Parce que, justement, Marie-Flora a parlé des médias. C'est des activités qui ont été superbement médiatisées. Et puis, on reçoit des coups de fil. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu chez nous? Pourquoi vous nous avez oubliés? On est obligé de répondre qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Parce que c'est des projets, pour mettre en place un projet et un ensemble de prérequis qu'il faut réunir. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'inclusion, est-ce qu'on a des success stories? Est-ce qu'on a des porte-flambeaux qu'on peut présenter? C'est-à-dire des enfants qui sont passés par le système, qui ont été accompagnés et qui peut-être représentent l'exemple de ce qu'on est en train de faire et l'idéal vers lequel on part. Est-ce qu'on a déjà ce genre de symbole dans l'inclusion au Cameroun? Est-ce que ça existe déjà? Oui, bon, ça existe. Moi, je vais vous prendre un exemple parce que moi, j'aime parler par les exemples. J'avais un enseignant qui, qui souffrait de handicap, un enseignant d'anglais. Ce monsieur m'a beaucoup marqué. Il avait vaincu, c'est-à-dire qu'il avait réussi dans un contexte où c'était encore pire. Il avait vaincu son handicap. Je vous assure, il était professeur de lycée. Imaginez un peu les obstacles à cette époque qu'il a dû franchir pour être recruté à l'école normale supérieure, pour être enseignant. Et il était heureux d'enseigner. Et lui, il m'a beaucoup marqué. Parce que
non seulement il mettait du cœur dans ce qu'il faisait, il aimait son métier, mais il nous a permis d'avoir un autre regard. Moi, personnellement, j'ai eu un autre regard sur les personnes. Parce que il nous a inspirés. Il nous a dit, il nous a permis de comprendre que il ne faut pas qu'on s'attarde sur les apparences. Parce que le meilleur, c'est dedans. Ne nous attardons pas sur les différences, comme l'a dit Marie, qui ne sont que des apparences. La société doit pouvoir exploiter ce que chacun de nous a de talent. Et vous allez retrouver des talents chez des personnes insoupçonnables. Et c'est vraiment ça le défi. C'est-à-dire chercher à aller prendre ce qu'il y a de bon en chacun de nous. C'est un exemple que je te donne comme ça, qui m'a personnellement marqué. Et c'est ce monsieur qui m'a fait un peu commencer à aimer l'anglais. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, si je suis quelque peu bilingue, c'est grâce, je lui rends hommage aujourd'hui. Vous voyez un peu comment lui, il a pu transformer ma vie, ma façon d'interagir, ma façon de percevoir les langues, ma façon de me projeter même. Parce qu'il a donné beaucoup de courage à certains d'entre nous qui étaient, en parenthèse, bien portants, mais qui ne pouvions pas faire ce que lui, il faisait déjà. Vous voyez? C'est cet Exact. exemple-là que je voulais vous prendre, parce que lui, il m'a marqué. Effectivement. Oui, Marie-Flora, je crois que nous avons suivi aussi, il y a cela quelque temps, les Jeux paralympiques, qui ont été, je crois, pour beaucoup, une forte révélation de voir tout type de handicap s'exprimer dans le sport au haut niveau de manière aussi intense. Ça a été une grosse découverte pour ceux qui ne savaient pas encore. Ceux qui arrivent à dépasser le handicap d'une certaine façon réussissent vraiment à faire changer la donne dans la société. Est-ce que grâce à ce qu'elles font, elles permettent effectivement que les autres et la communauté aient un regard différent sur les personnes en situation de handicap? Je pense en montrant les histoires des personnes qui ont réussi, qui sont porteurs d'handicap et tout, je pense que ça change le regard de la population. Donc, plus on va mettre en avant les personnes qui ont réussi en tant que personnes ayant des capacités réduites, puis ça va donner un peu plus d'espoir peut-être à d'autres parents qui se posent des questions. Est-ce que mon enfant qui est porteur d'handicap, est-ce qu'il va réussir ou pas? En voyant toutes ces personnes exposées par les médias, par la société, mais ça donne du courage à d'autres personnes de dire, OK, même si mon enfant a un handicap, je veux qu'il soit peut-être médecin, je veux qu'il soit chimiste, je veux qu'il soit avocat et tout. Je pense que c'est important de valoriser, de montrer, de raconter les histoires de ceux qui ont réussi en tant que personnes en situation de handicap. Il y a un très bel exemple de Stephen Hawking, qui était un grand physicien et tout, c'est une personne en situation de handicap. Je pense que sa vie a inspiré beaucoup de personnes. Sa vie a été racontée dans les films, dans des films, dans les médias et tout. Et je pense que c'est un bel exemple pour montrer à la société que oui, on peut avoir des capacités réduites, mais on peut réussir. Donc, tout enfant, toute personne a sa chance. Donnons juste à ces enfants, à ces personnes, des moyens de pouvoir évoluer. Et je pense que si on les donne les moyens, ben, ils peuvent apporter des belles choses, faire des belles découvertes et tout, pour le bien de la société. Donc, D'accord. OK, merci. En parlant de moyens, Davy, est-ce que les acteurs de la société civile au Cameroun ont des mécanismes qui leur permettent de se déployer? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont des plateformes où, par exemple, ils se retrouvent pour mettre ensemble des actions communes? Parce qu'on parle ici effectivement de sensibilisation des acteurs locaux au niveau communautaire, mais tout le monde ne peut pas agir partout. Est-ce que les acteurs de la société civile, surtout, ont des plateformes sur lesquelles ils se mettent ensemble
pour pouvoir être plus efficace? Ou bien c'est chacun qui le fait comme il peut de son côté? C'est là l'ambition de la fondation, hein, si la fondation peut se le permettre, c'est-à-dire de fédérer toutes ces bonnes volontés. À ma connaissance, il n'y a pas encore de plateforme. Je peux me tromper, mais j'ai essayé quand nous mettions sur pied la fondation Caroun, Marie l'a dit, ça a pris un bon temps. Nous avons fait des recherches, nous sommes allés à gauche, à droite, nous avons essayé de voir ce qui se passe. Parce que quand vous voulez mettre sur pied une structure un projet de cette nature, vous essayez de voir dans votre environnement s'il y en a déjà. Il y a des associations qui existent, ça c'est vrai, parce que la réglementation au Cameroun a permis véritablement de pouvoir créer une association le plus facilement possible. Mais cette mise en commun des énergies-là est la chose qui, me semble-t-il, manque encore. Et c'est l'une des ambitions, justement, de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre, de pouvoir fédérer, parce que unis on est fort, on est plus fort, quoi. Véritablement en termes même de mobilisation, en termes de sensibilisation, en termes d'intervention, en termes même de lobbying, parce que s'il y a des choses à changer et que les gens se mettent ensemble, c'est plus facile d'obtenir des choses quand on interagit avec les pouvoirs publics que quand on veut le faire seul. Donc, je pense que c'est l'une des ambitions de la Fondation, de voir comment cela peut être fait, en tout cas au niveau du Cameroun. Nous sommes encore un petit poussé parce que nous commençons, mais nous avons de l'ambition. Nous voulons aller loin. Effectivement. Nous voulons, Merci beaucoup. justement, nous voulons aller loin. Et on dit que si on veut aller vite, on va seul, mais quand on veut aller loin, on va en groupe. On Mais va si en on veut groupe, oui, aller vite, on effectivement. va seul. Mais là, nous, on Effectivement. veut aller loin. Et donc, nous voulons fédérer pour aller le plus loin possible. Parce que c'est un combat collectif, en fait, il faut le dire. Ce n'est pas un combat singulier, ce n'est pas un combat individuel. C'est une entreprise collective. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une dynamique d'action collective. Parce que quand vous avez une dynamique d'action collective dans la société civile, là, vraiment, on peut faire bouger les lignes c'est-à-dire de façon significative. Et c'est vraiment un défi et qui va se transformer en enjeu parce que si véritablement on veut faire des choses de façon durable, comme c'est le terme qui... Il si on ressort veut faire les là. choses de façon durable, il va falloir fédérer. Avant de sortir de cette émission, j'aimerais parler de ce qui est possible de faire au niveau individuel, au niveau de chacun, au niveau des familles qui ont ces enfants en situation de handicap et qui sont parfois dépassés. Au niveau aussi du citoyen lambda qui n'est pas forcément confronté à ça au quotidien, mais qui rencontre quand même dans la société des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que toi, tu conseilles de faire? Bon, pour toucher, Marie l'a dit, hein, pour toucher le maximum de personnes possible, vraiment, la sensibilisation passe par les médias. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas faire autrement parce que ce serait difficile de réunir, d'aller dans chaque famille. On est forcé de passer par une sensibilisation au travers des médias, de tous les médias classiques comme les médias modernes, les nouveaux médias. On est forcé de passer par là. Et je vous assure, la cible qu'on devrait le plus toucher, c'est les jeunes, parce que c'est les adultes de demain, c'est les parents de demain. Et heureusement, les jeunes aujourd'hui, ils ont ces outils à leur portée. Et il faut maintenant voir la stratégie pour pouvoir toucher ces cibles-là, c'est-à-dire le plus largement possible. Maintenant, concrètement, la fondation, qui n'est qu'à sa première année, fait des petits pas. Elle entre dans les familles. Quand elle détecte une situation, elle entre dans les familles. Elle va jusqu'à prendre en charge les frais médicaux de ses enfants. Parce que certaines familles sont démunies. C'est vrai, d'autres familles abandonnent leurs enfants, mais il y en a qui veulent même s'occuper de leurs enfants, mais qui n'ont pas les ressources pour le faire. Et c'est ce que la Fondation fait. Elle va au sein des familles et détecte des cas de ce genre, et puis elle prend en charge les frais médicaux. Elle supporte les frais de consultation parce que
nombre de ces enfants, c'est des consultations, pas des spécialistes, ce n'est pas des consultations ordinaires. C'est des examens qui coûtent cher. C'est des examens et c'est une prise en charge sur la durée. Et ça, c'est des actions, quand la fondation le fait, ça va de bouche à oreille. C'est-à-dire que quand on touche une famille se sent touchée, elle en parle aux autres. C'est pour ça que je vous ai dit que la fondation est débordée. Elle sera même très débordée. Parce que c'est comme un peu le tam-tam arabe. Donc la fondation va au sein des familles, elle rencontre les parents, elle discute avec les parents, elle cerne le problème et puis elle dit, bon, voilà ce que je peux faire à mon niveau. Mais c'est un D'accord. processus de longue haleine, c'est un travail de longue haleine. Il faut une large sensibilisation pour que la société se mobilise véritablement, que la société s'accapare de cette problématique. C'est un travail de tous et de chacun. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci. Alors, Marie-Flora, il parlait effectivement des actions que tout le monde peut mener à son niveau. Au sein de la fondation, quelles sont les possibilités que peuvent avoir les personnes de bonne volonté, ceux qui vont nous écouter, qui vont être touchés par ce message et qui se disent, OK, j'aimerais commencer quelque part, j'aimerais donner du mien, j'aimerais voilà, accompagner ou aider. Je pense que toute personne qui veut aider, il peut faire du bénévolat dans une association qui s'occupe des personnes en situation de handicap et aussi faire un don matériel ou bien un don pécuniaire. Je pense aussi, les personnes peuvent aussi avoir un regard bienveillant envers les personnes en situation de handicap. Donc, je pense que c'est pour une personne qui n'est pas confrontée à l'handicap, je pense faire du bénévolat, avoir un regard bienveillant, je pense que c'est les meilleures actions à faire. Et je dirais aussi aux familles de, de se battre, de ne pas cacher leurs enfants, de les envoyer à l'école parce que c'est en allant à l'école que l'enfant peut s'épanouir et avoir plus tard un métier. Et aussi dire aux institutions de mettre les lois qui permettent à chaque personne en situation de handicap de pouvoir accéder à, à toutes les commodités au sein de la société. Alors, Davy, nous touchons à la fin de cet entretien. Ce fut vraiment un énorme plaisir de t'écouter. Et si tu as un mot de fin à lancer à l'endroit de ceux qui nous suivent, un écho comme ça qui va résonner dans le temps, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je dirais que la charité, il faut être charitable. Quand on est charitable, ça veut dire qu'on aime l'autre. Peut-être que je suis influencé par mes convictions religieuses, mais je pense que euh, tout ce qui est humain devrait pouvoir toucher l'autre humain. Il faut être charitable. Les institutions doivent être charitables en prenant en compte ces, ces personnes-là, en mettant en place des programmes spécifiques pour le développement de ces personnes, en soutenant justement les associations, les ONG qui se battent au quotidien pour la cause des personnes handicapées. Parce que c'est des citoyens également. Il faut être charitable en famille. Parce que avoir un enfant est un don de Dieu. Quelle que soit la nature de l'enfant, c'est d'abord un don, c'est une vie humaine dont il faut s'occuper. Parce qu'on devra rendre compte de ce qu'on aura fait, de la vie que Dieu a donnée. On doit être charitable en famille, on doit être charitable dans nos communautés. Inculver le regard. Tout n'est pas que sorcellerie. Tout n'est pas que sorcellerie. On ne doit pas voir la sorcellerie partout. C'est-à-dire que quelqu'un né avec un handicap, on ne voit d'abord que la sorcellerie. Mais non, c'est la charité. Si tout le monde était charitable, le monde s'emporterait mieux. Et les personnes souffrant de handicap se sentiraient mieux en société. Elles ne se verraient pas handicapées. Elles pourraient donner le meilleur d'elles-mêmes. Parce que Dieu a donné à chacun de nous un don, si je peux me répéter.
nous ne sommes que le morcellement des dons de Dieu. Chacun de nous a un don que la société doit pouvoir valoriser. Et si la société le fait, elle ne se porterait que mieux. D'accord, Davy, merci beaucoup pour ce message-là. Marie-Flora, un petit mot de fin pour clôturer notre podcast aujourd'hui. Ce que je veux dire que c'est l'inclusion, c'est l'affaire de toutes. C'est pas seulement l'affaire des personnes en situation de handicap. Donc, si on intègre dans notre société toutes les personnes, le monde s'en porterait mieux. Donc, comme je peux dire, soyez charitables, ayez un regard bienveillant, ayez de l'empathie envers ceux qui sont différents de vous et aussi donnez de l'amour et soyez bienveillants. Donc, voilà. Alors, nous allons sortir ici, mais je ne vais pas partir sans demander à Davy déjà la prochaine activité de la Fondation. Est-ce qu'on a déjà une date prévue? Parce que ça nous permettrait de lancer comme ça un teaser auprès de ceux qui nous écoutent pour qu'ils restent attentifs. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'on a déjà une date prévue pour voilà, la prochaine Bon, sortie de la Fondation? la fondation sort chaque jour, en fait. C'est-à-dire que on ne reste pas en attendant. Nous sortons chaque jour. Nous intervenons justement au quotidien dans la vie des personnes, certaines personnes souffrant de handicap, mais de façon beaucoup plus structurée, si vous voulez. Nous projetons d'avoir deux grands événements parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes extrêmement spécifiques déjà au niveau de la formation. Parce que pour le moment, nous faisons beaucoup dans la formation, au niveau de l'enseignement et puis dans la prise en charge médicale. Donc, nous préparons pour l'année 2025 une autre formation, c'est-à-dire que pour pouvoir outiller les enseignants, parce que si les enseignants sont mieux outillés, ils vont mieux encadrer les enfants. Oui. Et bien évidemment, nous allons poursuivre. On dit on ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire que si l'opération était un succès d'apporter les fournitures scolaires aux enfants, pourquoi changer cela? Puisque ça a apporté de la joie, ça a apporté un plus dans l'atteinte des résultats. Donc, nous avons ces grandes activités que nous voulons mener. Bien évidemment, nous avons d'autres activités, c'est-à-dire que, vous savez, comme on a dit, il faut que les gens soient charitables. Parce que si nous avons les ressources, nous avons une banque de projets euh, extrêmement fournie, c'est-à-dire que nous allons nous déployer tous azimuts. Mais voilà les grandes activités. Mais au quotidien, nous déployons sur le terrain parce que ce n'est pas seulement de mener des activités, c'est également de faire dans la détection, comme on a dit tout à l'heure, Oui. voir ceux qui font un peu comme nous, voir dans quelle mesure nous pouvons tisser des relations de collaboration. Il y a tout cela que la Fondation fait. Effectivement, il faut dire que les activités de la Fondation sont quotidiennes, ne s'arrêtent pas. Et chaque année, effectivement, comme encore en 2025, il y a des activités qui vont mobiliser un peu plus de ressources, un peu plus de structures et Tout à beaucoup fait. plus d'acteurs sur un seul Oui. projet. Et nous nous assurons que vous qui nous suivez, vous soyez informés. Alors, nous avons eu comme ça aujourd'hui Simon Ateba-Devi, qui a été notre Merci. excellent intervenant. Nous avons parlé aujourd'hui d'inclusion, de sensibilisation communautaire, comment mobiliser les acteurs locaux. Nous avons parlé de l'engagement de tous. Et il faut dire que le mot qu'on peut retenir à la fin de ce podcast, c'est soyons charitables. Comme Devila Sidila si bien dit, soyons charitables. Si on peut se quitter sur cette note d'espoir et d'action, nous pensons que des lendemains meilleurs s'annoncent, non seulement pour la société entière, mais pour ces enfants et ces personnes en situation de handicap. Alors, Tout à fait. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui nous suivez, vous qui appréciez ce que fait la Fondation Mathieu Coustou, nous entrons en gare pour cette troisième édition du podcast Parlons Inclusion, ne rien lâcher. Alors nous vous disons à très bientôt. Sur ce, restons charitables.